de la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue, on est ravis de vous retrouver, surtout que nous recevons un invité passionnant, extraordinaire, il s'appelle Jonathan Chiche, il est directeur d'Atsala France. Bonjour Jonathan et merci d'être là. Merci. Merci à vous. Ouais, non, parce que vraiment, vous faites un travail extraordinaire. Alors, Atsala France, vous ne connaissez peut-être pas, mais quand même, ça m'étonnerait. Vous voyez déjà son gilet, donc forcément, c'est eux qui sont les premiers sur les lieux en cas d'accident, en cas d'attentat, et bien sûr, ils sauvent des vies. Alors aujourd'hui, on est en 2017, vous existez depuis 30 ans. Mais tout n'a pas été si simple au début. Aujourd'hui, on vous connaît, on vous reconnaît. Vous êtes d'ailleurs une ONG internationale depuis même 2010. Mais vous avez passé de nombreuses étapes. Alors, j'aimerais juste faire un petit retour arrière sur l'histoire d'Atsala pour ceux qui ne connaissent pas cette association exceptionnelle, voilà, qui sauve des vies tous les jours. Alors, comment tout ça a commencé ? Tout simplement. Alors, comment ça a commencé ? En effet, il faut reculer à peu près 30 ans en arrière. Donc, on est dans les années à peu près les années 80. On a un jeune garçon qui se prénomme Elibir, qui deviendra très rapidement ce qu'on appellera souvent chez les Israéliens le Steve Jobs de la médecine d'urgence. Voilà, qui est aujourd'hui le président fondateur d'Atsala, voilà. Et voilà, qui est toujours très très actif évidemment. Il a à peu près 6 ans, je crois. C'est un jeune orthodoxe qui habite dans le quartier de Beit Vagan, que beaucoup de francophones connaissent, bien parce sûr. Que c'est un quartier très francophone. Il assiste à l'un des premiers attentats kamikazes en Israël. Donc on est dans la première intifada. Et il est très choqué. Et là, il est choqué par la scène. Il est choqué par la scène, avec son petit frère, il rentre de l'école, c'est un vendredi, et un bus explose littéralement devant lui, avec ses dizaines de victimes. Il assiste à la scène. Alors bien évidemment, il est choqué de la scène dans son sens le plus terrible, mais très avancé pour son âge. Il est surtout choqué par une scène où il voit des personnes ensanglantées et aucun secours pendant de longues minutes. Il se rend compte, parce qu'il reste quand même avec son grand frère, et puis il se rend compte qu'il n'y a personne pour les sauver. Et puis il voit des personnes qui crient à l'aide. Il n'y a personne qui... Dont une personne à côté de lui, dans un état terrible, qui tend son bras, une personne âgée, je crois, et puis qui lui tend son bras en disant Sauve-moi. Sauve-moi. Et puis à ce moment-là, son grand frère, il lui tire le bras, et il dit il faut qu'on s'en aille, c'est dangereux. Et il s'en va. Et il reste choqué par cette scène. Et il se dit, depuis ce jour-là, moi quand je serai grand, je serai médecin, je serai sauveteur, je sauverai des vies. Parce qu'il se dit, c'est pas possible. J'étais là, il a 6 ans. Hein. Oui, attention, bien sûr, mais on parle de choses, un petit génie au départ. Hein. Donc, et très rapidement, il va quitter l'école très rapidement. Et puis, à l'âge de 15 ans à peu près, il devient bénévole rapidement, ambulancier, donc pour le Magen David Adom, hein, c'est le service ambulancier israélien. Et là, l'aventure commence. Avec son ambulance, il essaie donc de sauver des vies. De sauver des vies. C'est Sauf son but. Il n'y arrive pas. Sauf qu'il se rend compte, au fil du temps, des mois, même des années, en réalité, il arrive toujours trop tard quand c'est grave. Quand c'est une crise cardiaque, par exemple, ou une personne. Donc c'est terrible. Il faut dire qu'il y a des statistiques, bien sûr, mondiales. Les ambulances mettent entre 10 et 15 minutes pour arriver sur les lieux. Voilà. Alors ça, en plus, c'est dans les pays occidentaux. C'est-à-dire des pays développés, comme la France, les États-Unis. La moyenne est à peu près 10-15 minutes. C'est la même chose en Israël. Je crois qu'on est mieux placé en Israël. Donc c'est un petit peu plus proche des 10 minutes. Mais ça, c'est dans les grandes villes. C'est-à-dire vous êtes dans le Negev, dans le Golan, ou même des villes périphériques. Ouais. Les ambulances peuvent mettre une demi-heure, des fois même 1 heure. Pour arriver. Je dirais même que 10 minutes, dans la plupart des cas, et lui, il habite Jérusalem, hein, c'est souvent 10 fois trop tard. Parce qu'une crise cardiaque, pour ceux qui connaissent un petit peu, le cerveau a besoin d'être irrigué en oxygène tout le temps. Au bout de 3 minutes, le cerveau commence à mourir. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas, il n'y a pas une intervention immédiate, un massage cardiaque immédiat pour réalimenter le cerveau en sang et en oxygène, le cerveau meurt. Et comme on le sait, il y a des organes vitaux dans le corps, le cerveau, les cellules ne se régénèrent pas. Ce qui veut dire que vous avez des séquelles à vie si vous ne mourrez pas. Donc là, tout à coup, il se dit, OK, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il a quel âge, là ? Il a quel âge ? Il a à peu près 15, 16, 17 ans, et donc il est dans ses premières années de bénévolat au Magen David Adom. Et il se dit, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est pas possible. Et là, il se passe une scène où il est, pour le coup, appelé. Donc il est dans sur l'ambulance. Il est appelé pour un enfant qui mange un hot dog et qui s'est étouffé. Donc bien évidemment, il monte dans son ambulance, il fonce, il part, etc.
Mais il y a des embouteillages. Parce que vous savez qu'une ambulance, c'est un camion. Et une ambulance, ça passe pas. Quand ça passe pas, les voitures ne sont pas toujours disciplinées. Et ils mettent à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour arriver sur les lieux. Il arrive, l'enfant, hélas, Il est mort. est décédé. On parle d'un enfant de 8 ans, je crois. Et puis, il essaye quand même de faire un massage cardiaque pour essayer de réanimer cet enfant, qui est tout bleu. Hein. Il essaye. Et puis, à un moment donné de son action du massage cardiaque, il voit quelqu'un qui arrive, qui s'approche de lui. Il le reconnaît, parce que c'est dans son quartier. Je crois que les francophones l'ont connu, c'est le docteur Bloch, qui était très connu chez les francophones, qui lui attrape le bras et qui lui dit « Tu le laisses partir, cet enfant est décédé ». Et il regarde le docteur Bloch, et il se rend compte qu'il est venu de son immeuble juste à côté. Et là, il se dit « Attends, il y a un problème. Cet enfant, il est mort pour rien ». Parce qu'il y avait le docteur Bloch à côté, il aurait pu le sauver. On a mis 20 minutes pour arriver parce qu'on était de l'autre côté de la ville. On était à peu près à l'entrée de la ville. On a mis 20 minutes pour arriver. Il y avait un docteur juste ici. Ok. Donc là, il manque quelque chose. Il se dit, il faut trouver un système pour arriver très vite sur les lieux et sauver des gens. Et donc, la problématique de cet événement, c'est la transmission de l'information. Parce que là, il se dit, attends, il y a des personnes sur place qui peuvent sauver des vies, puisqu'ils viennent le constater à ce moment-là. Il y a d'autres sauveteurs aussi. On est d'accord, il y a des secouristes. Et puis, il y a même des secouristes qui, à la fin de leur travail, retournent chez eux, etc. Des gens qui ont fait des formations, parce qu'on peut avoir fait des formations. Des gens qui savent. Des paramédics, voilà, exactement, des infirmiers. Donc, énormément de métiers médicaux. Et là, il se dit donc, c'est pas possible. Il y a un problème. Il faut transmettre l'information. Il y a un problème de transmission de l'information. On ne peut pas être les seuls, nous, secouristes, ambulanciers, à devoir partir du bout de la ville pour sauver des vies, quand sur place, on a des personnes qui peuvent sauver des vies. Donc, il se dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller voir Magen David Adom. Voilà, on va leur dire voilà, donnez-nous l'info et nous, on va vous aider. Exactement, et nous, on va sauver des vies dans notre quartier. Bien sûr, Magen David Adom, ils ont pris pour des petits rigolos, 17 ans. Vous êtes jeunes. Voilà, on leur a dit, vous êtes mignons, voilà, rentrez chez vous. Et bien sûr, on est en Israël, hein, donc ils sont têtus, les Israéliens, ils ne lâchent pas l'affaire. Les birettes israéliens, ok, donc qu'est-ce qu'il décide ? Il part à New York, il va acheter des talkie-walkie. Chutzpah. Prend des gros talkie-walkie, il se branche de manière pirate sur les ondes de Magen David Adom. Mais il fait ça seul ou avec des copains ? Il fait ça avec des copains, une bande de copains avec ça, qui sont secouristes tous, hein, ils sont tous ambulanciers. Et ils se disent, nous, on va sauver des vies dans notre quartier. Ça ne se passera pas comme ça. On va voir si ça marche, en tout cas. Et là, magie, il attend, ils font des gardes comme ça, ils attendent. Et puis, ça marche parce qu'il a un appel. Et tout à coup, il entend que c'est dans la rue d'en dessous. Il court, il arrive en 20 secondes. Sur les lieux. Incroyable, ça lui est jamais arrivé. Jamais arrivé. Et puis là, il arrive sur place et il voit un accident de la route, une personne âgée qui s'est sectionné l'artère, qui est en train de se vider de son sang. Donc là, il faut faire quelque chose. Alors, manque de peau. Mais il n'a rien, il n'a pas de matériel. Il n'a rien, il n'a pas créé encore son organisation, donc il n'y a absolument rien, on est au début. Hein. Qu'est-ce qu'il fait ? Il attrape sa kippa, il la plie en 4, et puis il bloque l'artère. Et il lui sauve la vie. Et il reste comme ça pendant 10 minutes, 10-15 minutes à peu près, jusqu'à que l'ambulance arrive. Là, l'ambulancier de Magen David Adom descend et il lui dit, mais attends, mais c'est tu lui as sauvé la vie. Tu viens de sauver la vie de cet homme-là. Sinon, cet homme se serait vidé de son sang, il serait mort. Et là, il se dit, OK, ça marche. Ça marche. Voilà qu'on peut monter des unités de quartier, de bénévoles, des gens qui savent sauver des vies. On leur transmet l'information et ils peuvent sauver des vies dans leur quartier. Et là, tout doucement, d'abord, ça va commencer dans les quartiers orthodoxes, puisque eux-mêmes se connaissent entre copains, et ils disent, OK, notre système fonctionne, on se branche sur les ondes, etc. Et doucement, un petit peu partout en Israël, vont se créer des petites unités Hatzalah, un petit peu partout. À un moment donné de cette aventure, dans une de ces gardes où il essaye de sauver des vies, il s'assoit et puis il voit passer devant lui un livreur de pizza. Très observateur, le jeune Elibi. Géo trouve tout, Elibi. Hein. Géo trouve tout complètement. Et il regarde, il analyse ses livreurs de pizza. En attendant, il voit la pizza bien chaude qui sort de la moto, du scooter. Et puis il se dit, mais c'est vrai que la pizza est bien chaude parce qu'il est arrivé vite, le bonhomme. Et si on faisait ça ? Mais oui, si on mettait une ambulance sur une moto. Voilà. Donc c'est lui qui a créé l'ambulance, l'ambulance moto. Ça paraît tout à fait normal aujourd'hui. Ça paraît normal parce qu'on les voit tous les jours. Voilà, Beaucoup connaissent, surtout à Jérusalem, il y en a énormément, mais partout maintenant en Israël, des moto-ambulances, donc des scooters avec dans leur top case tout l'équipement médical. Alors il dit à ses copains, il dit, les amis, il faut qu'on mette une ambulance sur une moto. Alors il se moque de lui, il dit, mais attends, mais t'es marrant, toi. Comment tu veux mettre une ambulance dans une moto ? Alors, mais comment ça se passe ? Il arrive à faire ça, à créer l'ambulance sur la moto, mais le matériel, il fait quoi ? Il l'achète de ses propres deniers au début ? Alors, justement, dans le cette histoire-là, bien évidemment, qu'à un moment donné, il se dit, OK,
Il faut de l'argent quand même. Il va falloir qu'on trouve des fonds. Ben, bien sûr. Parce qu'il faut acheter du matériel médical. On ne peut pas les frapper chez des ambulanciers, services ambulanciers. Il y a Magen David Adom, il en existe des privés, etc. Ils ne donnent pas. Ça n'existe pas, nulle part au monde. Hein. On ne vous donne pas bien sûr. du matériel médical comme ça. Donc ça va être une première, en réalité. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme il est américain aussi, il part aux États-Unis, et puis tout simplement, il fait le schnorrer, comme on appelle ça. Hein. Et il va demander de l'argent pour équiper ses bénévoles, ses copains. Ils sont combien à cette époque-là? À cette époque-là, ils ont commencé, ils étaient une dizaine au départ, ils sont rapidement devenus une centaine. Ça s'est appelé au départ Hatzalah Jérusalem, avant de se répandre un peu partout en Israël. Ils sont une centaine, un peu partout en Israël, et donc ils sont équipés, grâce à Elibir, donc de matériel médical. Initiative privée, complètement. Initiative citoyenne. Incroyable. Ce ne sont pas, il faut bien comprendre ici cette révolution. C'est une révolution citoyenne. Ça ne part pas de l'État. Haut, mais ça vient d'en bas. Exactement. Voilà, c'est ça le secret. C'est ça qui est formidable. Et c'est ça le secret du bénévolat qu'on connaît en Israël. Mais bien sûr, on est bien d'accord avec vous, surtout à Kalita. Complètement. Avec notre nouveau projet Kalita, on est tout à fait synchrone avec vous. Alors, aujourd'hui, 3500 bénévoles existent. Alors aujourd'hui, depuis cette année, on a dépassé même la barre des 3500 secouristes dans tout Israël, parce qu'on quadrille le pays, depuis Eilat jusqu'à Kiryat Shmona. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Totalement bénévoles. 7 jours sur 7, entièrement bénévoles. Ce sont tous des bénévoles. Alors, on a de tout. On a, comme j'ai dit, ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des poissonniers, ça peut être des comptables, des journalistes. On a des journalistes, on a même un député. On a de tout, de tous les corps de métier, des personnes qui savent sauver des vies parce qu'ils ont fait une formation un jour ou qui décident de s'engager chez nous, à Ihoud Hatzalah, et vont recevoir du matériel médical. C'est ça, donc, le changement, la révolution. C'est qu'ils vont avoir avec eux un sac d'intervention. Je crois que si on le voit ici dans la caméra, je l'ai posé ici. Ça se voit à la caméra, sac d'intervention qui est le plus petit et le plus exhaustif au monde. Création israélienne, il y a tout. Tout ce qu'on trouve dans une ambulance, mais en miniature, d'accord, uniquement pour une personne. Puisqu'on a une personne qui a du matériel médical qui est suffisant pour pouvoir gérer une situation et sauver plusieurs personnes. Là, on a parlé des accidentés de la route, mais bien évidemment, on vous connaît malheureusement pour des images chocs lors des attentats d'envergure qui ont eu lieu notamment en Israël, des bus qui ont sauté, des victimes à terre. On voit votre intervention. On est assez... le monde entier est ému par ça. Comment on fait face à ce genre de situation? Est-ce que vous avez une formation spéciale? Parce que c'est pas évident lorsqu'on sait que vous êtes là pour ramasser des fragments de peau, de chair, de corps, et ça doit être assez traumatisant d'assister à ce genre d'événement. Alors, je dois dire qu'en effet, il faut avoir les reins solides parce que ça n'est pas juste de la souffrance médicale classique. On se retrouve dans des situations très difficiles. Que vous sauvez des gens, mais aussi vous gérez la suite, quoi. La suite, c'est plutôt en réalité une organisation qui s'appelle Zaka. Exact. La force de Zaka, c'est d'arriver en réalité. Vous arrivez en même temps, c'est en Israël. En même temps ou après, où ils sont là pour gérer justement le respect de ces fameux corps qui sont délaissés ou qui vont être gérés différemment. Donc vous, c'est simplement Nous, on est là pour sauver la personne. On voudrait ne pas donner du travail à Zaka. Donc, d'ailleurs, ça s'est créé plus ou moins à la même époque. Époque, pareil dans des communautés orthodoxes où ils ont voulu changer un peu le système. En pleine intifada, pareil. Exact. Donc ces fameux corps, hélas, comme vous l'avez expliqué, qui sont en morceaux. L'idée, c'est donc d'abord de sauver la personne avant d'en arriver au service de Zaka. C'est surtout sauver cette personne immédiatement dans les premières minutes, dans les premières secondes. Alors, justement, on a parlé du matériel, on a parlé des motos ambulances, mais pour être là à temps, avant tout le monde, il faut un système d'information hyper performant. Magen David Adom, à l'époque, vous avez remballé. J'imagine que depuis, ils ont bien changé leur fusil d'épaule. Comment vous êtes passé d'un système artisanal, on va dire, à quelque chose de très établi, de très performant, surtout au niveau du système d'information? Comment ça se passe? Comment vous avez l'info, tout simplement? Alors, en effet, ça a pris du temps. C'était compliqué au départ, comme je vous l'expliquais dans le début de l'aventure, c'était un peu pirate. Mais très rapidement... vous avez pris au sérieux? Tout à fait, de par les résultats, tout simplement, sur le terrain. On les voyait, en effet, comme vous l'avez dit, souvent aux informations, surtout que c'était une époque d'attentat. Après, il y a eu la deuxième intifada, où on nous connaissait beaucoup plus à ce moment-là, où on arrivait les premiers pour sauver les personnes, et on les voyait à la télé, donc même à l'étranger. J'imagine qu'aujourd'hui, les Français connaissent maintenant Hatzalah avec leur gilet orange, parce qu'ils arrivent... C'est qu'à un moment donné, en réalité,
on s'est dit, comment on va transmettre l'information plus rapidement possible? Ok, on a les fameux talkie-walkie. Je le montre ici. C'est le fameux MIRS. D'accord, il est tout petit. C'est un talkie-walkie miniature. Un téléphone. On dirait un téléphone en réalité. Hein. C'est un talkie-walkie. C'est avec ça qu'on communique. Mais à un moment donné, on le sait bien, il y a eu l'avènement des smartphones. Donc l'invention du iPhone, des applications. Et là, contrairement à une start-up classique qui veut faire de l'argent en se disant qu'est-ce qu'on va faire de ces applications, nous on s'est dit ok, voilà une nouvelle invention. On va sauver des gens grâce aux applis. Comment on va faire pour sauver des gens avec ça? Est-ce qu'on va pouvoir l'adapter? On a de la data. Et en plus, on a aussi un nouvel élément, c'est la géolocalisation qui débarque. Aujourd'hui, on est tous géolocalisés. On sait bien qu'avec notre smartphone, on sait où on se trouve. C'est sûr. Bon gré, mal gré, hein, on finit par accepter finalement toutes les autorisations dans les applications. Ce qui veut dire qu'on sait où on se trouve à n'importe quel moment. Et si on géolocalisait les secouristes en temps réel, à n'importe quel moment du jour et de la nuit? Quand il se passe quelque chose, vous appelez les secours. Le Moked, donc le centre de commande, qui se trouve d'ailleurs à l'entrée de Jérusalem, reçoit l'information. Mais c'est ça qui est peut-être pas très clair, parce que vous pouvez appeler les secours sans connaître forcément le numéro d'Hatzalah qu'on peut redonner, hein, le 12-21, tout le monde le sait. Mais si on est touriste, par exemple, on arrive au 911, et ensuite on est sur le standard de Magen David Adom. Exactement, ou même le 101, hein, puisque c'est le numéro de Magen David Adom. Bien sûr. Alors, est-ce que Magen David Adom aujourd'hui reporte les appels dans votre centre de contrôle? Complètement. Et c'est là, en réalité, la révolution de ce fameux Moked. On a un Moked qui est très avancé technologiquement, qui cette année encore s'est agrandi de 50 positions, donc qui est devenu international, parce qu'on a géré récemment d'ailleurs, il y avait Rosh Hashanah il n'y a pas longtemps à Ouman. Donc à Ouman, on a géré un événement pour pratiquement, je sais pas, d'un demi-million de personnes, je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes étaient sur place, géré depuis Jérusalem les secours là-bas. Et c'est pareil pour quand il y a eu l'ouragan Irma. On a géré la délégation qui est partie, la délégation IRC avec Israël. Il faut bien préciser qu'Hatzalah est aujourd'hui, vous êtes directeur d'Hatzalah France, mais Hatzalah est une organisation internationale, une ONG internationale. C'est quand même exceptionnel depuis, je crois, entre 2010 et 2013. Exactement. Comme ça. Alors d'abord, le monde a commencé à connaître cette petite organisation qui révolutionne le monde de la médecine d'urgence, c'est du jamais vu, qui arrive aussi rapidement. Il y a un événement qui s'appelle le TED, que beaucoup doivent connaître. Les conférences TED, c'est 3 lettres rouges, TED. Et il y a le TED-Med. Le TED-Med, c'est donc médical, où tu as un parterre de toutes les grandes organisations mondiales, de la Croix-Rouge, etc., de tous les pays du monde, qui se réunissent à Washington, une fois par an, pour toutes les nouvelles innovations et les nouvelles créations. Et là, Eli Bir, il a été appelé un jour. Un appel qu'il ne prend pas au sérieux, d'ailleurs, parce qu'il ne connaît pas le TED au départ. Et puis quand il raconte à ses copains, il lui dit « Mais attends, mais le TED, tu sais ce que c'est? C'est une institution internationale. » On l'invite à faire une conférence. On l'invite à parler. Et finalement, il y va. Et là, bien sûr, il raconte la révolution qu'on peut voir sur YouTube. On tape TED-Med Eli Bir. On va le trouver. C'est le TED Talk qui se trouve là-bas. Un TED Talk qui a été vu plus d'1 million de fois. Je ne sais pas combien aujourd'hui. C'est impressionnant. Son histoire et l'aventure. Il raconte son histoire. Standing ovation. Tout le monde se lève, applaudit à tout rompre parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. On parle de sauver des vies. Là. On ne parle pas de faire de l'argent ou je ne sais quoi. De quelque chose d'extraordinaire. Et des bénévoles. Et à ce moment-là, on a tous les pays du monde qui commencent à appeler United Hatzalah, parce qu'on ne l'a peut-être pas dit, mais à partir de 2006, toutes ces unités Hatzalah du pays vont s'unir, et donc c'est le terme qui convient, s'unir pour devenir une grosse organisation israélienne qui va être reconnue par l'État, etc., et qui deviendra Ichud Hatzalah en hébreu, United Hatzalah donc en anglais. Et à ce moment-là, donc, les pays veulent cette révolution israélienne. Ils veulent eux aussi bénéficier de ce système et arriver sur place lorsqu'il y a des accidents dans leur pays et sauver des vies à leur tour. Je crois qu'il y a 10 pays qui ont implanté le système, notamment des pays arabes. Et même des pays arabes, parce qu'on a le Bangladesh, et même l'Afghanistan. En ce moment, il y a des pourparlers avec l'Afghanistan. C'est terrible. Dubaï. C'est formidable. Cette année, on est revenu pour la 2e fois. On a été invité par l'émir de Dubaï. Alors, je dois dire qu'ils sont arrivés avec des passeports américains quand même, pour le paradoxe. Mais c'est comme ça. Hein. Mais ils sont présentés en tant que solution israélienne, révolution du monde médical. Ouais. Et là, sur place, il y avait donc une grosse organisation qui s'appelle Zikitsa, la plus grosse organisation ambulancière d'Asie. Donc c'est immense, hein, c'est 1 million.
Et ils ont voulu absolument le système United Atsala chez eux. Donc Et on s'est implanté en Inde. c'est formidable, en Inde, donc d'une initiative totalement bénévole, d'une bande de copains un peu Voilà. fous, orthodoxes, Exactement. du quartier de Beth Vagan, en plein cœur de Jérusalem. Eh bien, c'est devenu un truc mondial, quoi, envié par tous. Voilà. Bah, Envié par tous, la technologie qui débarque de partout C'est- avec les c'est applications ça. smartphones. C'est ça que j'aimerais préciser pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit. Le système d'information, c'est-à-dire que le MOCED, parce on l'a évoqué, mais on n'a pas été jusqu'au bout de l'idée. Donc le MOCED de Magan David Adom vous renvoie dans votre centre d'information qui vous est complètement dédié, que vous avez créé l'info, c'est-à-dire que où il y a un accident, où il y a un attentat, et par toute la technologie embarquée que vous avez, ça veut dire les smartphones, mais ça veut dire aussi L'accès, par exemple, aux grands axes routiers, puisqu'on est connecté les avec la caméras police, qui sont sur l'armée, je bien dois dire, parce sûr. que dans certains événements, l'armée, surtout dans les territoires, on nous demande nos services. Donc on est connecté vraiment avec tous les services du tout le pays. monde. C'est ça la incroyable. révolution. C'est ça la révolution. Il faut savoir que dans la plupart des pays, on ne le sait peut-être pas. Je donne l'exemple français, puisqu'on parle en bien français. sûr. C'est compliqué. Entre le SAMU, les sapeurs-pompiers, la sécurité civile, il n'y a pas toujours de la connexion, il y a de la friction, c'est compliqué, l'information ne passe pas. Il y a des fois ils arrivent de deux organisations différentes, des fois ils ne sont pas coordonnés. C'est problématique. Là, Ici, en on a Israël, changé on n'a la pas donne. ça. On n'a pas ça. On a changé la donne. Ce qui se passe, c'est qu'on a fluidifié l'information. L'information doit passer. De gré ou de force. Comme je l'ai expliqué, au départ, c'était pirate. Il fallait absolument que l'information soit reçue par des personnes qui peuvent sauver des vies sur place. Mais alors, comment vous avez fluidifié l'information? Parce qu'il y a des outils, il y a de la technologie, d'accord, mais comment ça marche? Comment ça arrive à fonctionner? Alors, comment fonctionne cette application, cette fameuse application qui a été créée à notre demande par une société qui s'appelle Nowforce. Ok. D'ailleurs, l'application va donner son nom, ça s'appelle SOS Now Force. Tout à fait. SOS Now Force, vous pouvez la télécharger, Ok. ce qui vous permet de déclencher un SOS et d'être géolocalisé, ce qui évite des fois... Alors, je vais expliquer justement comment ça fonctionne, mais je donne justement la parenthèse pour expliquer pourquoi aujourd'hui les citoyens y ont accès, puisqu'à l'époque, c'était uniquement les secouristes. Vous connaissez tous l'événement, hélas, de ces 3 jeunes qui ont été assassinés. Qui ont été Par enlevés, des terroristes qui ont été enlevés puis assassinés. Au départ, Zechronam Levracham. Exactement. On ne savait pas au départ s'ils étaient morts. Hélas, pendant 3 semaines, on a prié On les pour a retrouver. cherchés dans tout le pays. Mais ils étaient morts depuis en réalité Le la première premier journée. jour. Pourquoi ils sont morts? Parce que un des 3 jeunes a pris son téléphone et a appelé la police. Et discrètement a dit Nertafnou, on s'est fait enlever. Il n'a pas été cru par la police. Il y a eu une enquête après. La police a cru un canular. Mais le souci, c'est qu'il a été entendu par les terroristes. Les terroristes se sont retournés, ont vu que la police a été appelée et ils les ont tués immédiatement. Donc ces petits jeunes sont décédés. Depuis, d'ailleurs, il y a eu 3 motos ambulances qui ont été offertes, qui ont été dédiées. C'est un événement extraordinaire, très émouvant, en souvenir. Depuis, il y a 3 motos qui sauvent des vies, d'ailleurs, en leur nom. Depuis ce jour-là, Elibir, il s'est dit, attends, c'est pas possible. On a des gamins, toujours dans sa réflexion, ils se disent, c'est pas possible. Comment c'est possible qu'une personne appelle, ne peut pas être sauvée, ne peut pas être géolocalisée, tandis qu'à une époque où tout le monde est géolocalisé, voici des pauvres gamins qui appellent les secours. Donc c'est suite à cet événement suite que à ça. l'application a été Exactement. créée. Ils ne se sont pas créés, qui a été en fait démocratisé, qui a été ouvert au public. D'accord, ok. Ce qui veut dire que maintenant, en réalité, aujourd'hui, on a même 3 applications différentes. Il y en a une qui s'appelle Atsala, je crois, une autre qui s'appelle SOS Now Force, Donc plusieurs qui ça veut permettent dire donc qu'on peut cliquer et vous slidez, vous déclenchez un SOS, et là, vous avez un secouriste le plus proche qui va débarquer chez vous. Et c'est là où j'en viens à l'explication de cette révolution technologique. On a une application smartphone. Une application smartphone qui s'appelle donc un Nowforce, comme je l'ai dit. Quand il y a un événement, le plus proche qui se trouve dans le périmètre de cette souffrance médicale, de cet attentat, de cette crise cardiaque, va recevoir l'information immédiatement. Ça veut dire que notre moquette, contrairement à beaucoup de moquettes dans le monde, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va lui demander d'abord l'adresse. Première chose, l'adresse. Votre adresse, madame. Monsieur, votre adresse. Dès qu'on a l'adresse, on va envoyer un secouriste. Je reçois, moi, l'information immédiatement quand l'adresse est rentrée par les Mogdanim, par les dispatchers. Et en fait, ce sont les personnes les plus proches qui répondent et qui sont dépêchées sur place. Mais je vais plus loin, Cathy. Avant même que l'on sache de quoi il s'agit, oui, bien sûr. On a déjà un secouriste qui est prêt à partir, si ce n'est qu'il est déjà en route. Avec le sac d'intervention. Avec son sac d'intervention, avec ses moyens. S'il a la moto, elle arrivera rapidement. Mais pas que. S'il est dans son quartier, il peut arriver rapidement, même à pied. Moi, ça m'est arrivé d'arriver chez mon propre voisin, du dessous. Il a appelé les secours. Je suis descendu, je suis arrivé en 10 secondes.
parce que j'étais son voisin, parce que ce sont des voisins qui vous sauvent la vie finalement. C'est ça qui est formidable. C'est ça qui est formidable. C'est ça qui Et est là, à ce formidable. moment-là, 3 personnes sont prévenues. Les 3 personnes qui sont dans le périmètre, un petit peu comme Uber. Tout le monde connaît Uber aujourd'hui. Ouais. Hein, c'est venu après, mais tout le monde Enfin, en connaît tout Uber. cas, les francophones de France connaissent Uber. Oui, parce qu'ici, c'est pas- ceux on qui n'a sont pas- là depuis c'est- longtemps, c'est pas pas rentré. encore. Voilà. Mais comme Get Taxi, puisqu'il y a l'application Get Ouais, Taxi Get dans le même Taxi, principe, c'est le même principe. il y a donc un cercle de périmètre qui s'ouvre. On chope on attrape donc les 3 premiers secouristes qui sont dans le périmètre, et là ils vont immédiatement intervenir en quelques secondes et vous sauver la vie. Mais c'est formidable. Franchement, on est un peu. Enfin, moi, je suis un peu sans voix de vous entendre cette aventure fabuleuse. Alors, comment j'ai une question un peu plus personnelle parce que c'est toujours, ça interpelle toujours. Alors, bien sûr, on fait tous du bénévolat en Israël, mais comment vous avez choisi Hatzalah et comment vous en êtes arrivé à travailler et à diriger cette association Alors, il faut dire que j'ai 2 cousins qui ont connu les débuts d'Hatzalah, qui ont été secourus dans les débuts d'Hatzalah dans les années 80-90, qui ont fait partie donc de cette bande de copains à créer Hatzalah, 2 cousins israéliens. Et donc je connaissais déjà Hatzalah et quand Par je eux. suis par leur intermédiaire. Donc ça fait à peu près 20 ans que je suis en Israël aujourd'hui. Et un jour je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un département francophone Il y avait en effet une petite association française qui rapportait de l'argent, qui levait des fonds depuis la France, un peu indépendante pour amener l'argent pour Hatzalah, mais rien de vraiment concret. Puis d'ailleurs qui a arrêté de travailler il y a quelques années, à peu près 5 ans. Et Elibir m'a dit en effet, dont le fondateur m'a dit en effet, oui, on n'a pas de département francophone. Pourquoi pas ? Pourquoi on n'ouvrait pas un département francophone ? D'abord de lever de fonds, donc pour faire connaître Hatzalah, mais aussi même en Israël, pour les francophones, faire connaître le monde des secours. Donc faire connaître, bien évidemment, l'action pour pouvoir peut-être recruter des personnes, mais aussi faire des petites formations. Parce que depuis le temps, je suis devenu moi-même formateur, secouriste et formateur. Donc au geste qui sauve, je dois dire d'ailleurs dans le cadre de QualiTime, j'ai décidé depuis d'offrir de mon temps au moins peut-être une fois par mois entre une conférence sur le monde des secours ou des gestes qui sauvent. Mais donc c'est à ce moment-là. Mais pourquoi j'ai décidé de rentrer finalement dans cette organisation ? Je vais vous donner l'anecdote. J'ai été invité donc parce que j'ai un cousin qui était là-bas à une soirée à Tel Aviv. Herzliya, autant pour moi, à Herzliya, à l'inauguration donc une nouvelle unité. Et puis là, j'arrive et puis je découvre une scène extraordinaire qu'on n'a pas l'habitude de voir, même pas en Israël. Je vois un orthodoxe avec les péotes. Je vois une personne laïque avec des tatouages. Je vois des hommes, des femmes, des sionistes religieux, des machins. Et je vois une scène extraordinaire de hardout impressionnante, de solidarité. On est en train de faire un barbecue. Donc, c'est très bon enfant. Ils sont entre copains. Ils se tapent dans la main. Je me dis, mais comment c'est possible ? C'est du jamais vu. On sait bien qu'en Israël, il y a de la friction. C'est pas toujours. Il y a des manifestations. Les gens, ils sont idéologiquement. Et puis on se met avec les juifs. On est d'accord. Chacun dans sa case. C'est pas simple. Et là, c'est du jamais vu. Et puis en discutant, je me rends compte qu'il y a toutes sortes d'idéologies, même politiques, c'est-à-dire des gens de droite, de gauche, etc. Tout ça réuni en un petit endroit. On est tous ensemble là, dans le bas d'un parking. Pour la mission de sauver des vies. Complètement. Et là, je comprends. En creusant un petit peu, je comprends et je dis, il faut que je fasse partie de cette aventure. C'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Ça faisait 20 ans que je suis en Israël, donc je me suis dit, pas possible. Une organisation comme ça, c'est révolutionnaire. Et en rentrant dans cette organisation, je me rends compte que même dans son plébiscite, même dans sa... Une grande ouverture d'esprit. Ouais, complètement. Mais ça veut dire que même dans son soutien, je me rends compte que dans son soutien, on a les rabbins les plus orthodoxes de ce qu'ils appellent les Gdolé Israël, donc, etc., depuis le Rav Kanievski, le Rav Eliashiv à la tête, jusqu'aux libéraux. Alors, des choses qui ne se réunissent pas. Des gens de droite, même la droite dure, des gens de gauche, pacifistes de Tel Aviv, etc., qui soutiennent cette organisation. Ouais. Aux États-Unis, c'est la même chose. Ouais. Des républicains, des démocrates, des évangélistes, je dois dire. Donald Trump a fait un don il y a quelques années. Il s'en est vanté d'ailleurs pendant les élections d'avoir fait un don de $100,000 pour United Hatzalah. Ça veut dire qu'on a vraiment de tout, des gens de tout horizon qui vont se réunir dans un seul but. Parce qu'il y a une valeur suprême qui nous dépasse tous. À tel point qu'on a des unités arabes et palestiniennes de United Hatzalah. On a à Mizrach Yerushalayim, et je raconte l'anecdote parce qu'il faut la raconter. Jérusalem-Est. Jérusalem-Est, pardon. Quartier de et depuis, dans beaucoup de quartiers arabes qui sont réunis parce qu'eux aussi voulaient cette révolution. Un jour,
vient frapper à la porte d'Eli Bir deux Arabes israéliens, ou 2 Palestiniens, je ne sais plus, en tout cas de Jérusalem-Est. Il ouvre sa porte, il voit deux Arabes, il dit qu'est-ce que vous voulez ? Elle leur dit écoutez, on a appris que tu es le responsable d'une organisation qui s'appelle Hatzalah, machin. Ça nous intéresse, on voudrait créer ça dans notre quartier. Bon, rentrez. Il les fait rentrer et il discute et il dit pourquoi ? Et il dit écoute, voilà, la semaine dernière, j'ai perdu mon père. Il est mort dans mes bras parce que j'ai attendu l'ambulance pendant 1 heure. 1 heure. Il faut savoir que dans certains quartiers, surtout les quartiers arabes, quartiers bédouins, mais dans beaucoup, même les quartiers druzes, etc., il y a des endroits où il n'y a pas toujours la signalisation. Bien sûr. Des fois, les panneaux sont seulement en arabe, etc., donc c'est très compliqué. Je dois dire que dans certains endroits, il faut l'armée. Donc l'ambulance n'y va pas tant qu'ils n'ont pas d'escorte de l'armée. Donc c'est compliqué. L'ambulance peut mettre des fois, même dans la capitale, 1 heure avant d'arriver. Donc là, vous avez le temps de mourir, hélas, beaucoup de fois. Donc je dis, mon père est mort dans mes bras, et je sais qu'il y a des super-héros qui peuvent débarquer en quelques secondes pour sauver la vie des gens. Aussi, on veut en et ça faire se passe à côté de chez nous, c'est pas possible. Il a accepté ? Et là, bien évidemment, Eli Bir, il a dit, mais c'est évident. C'est une organisation humanitaire. On a le même sang, on est là pour sauver des vies. Il est parti aux États-Unis, il a récolté des fonds et il a monté la première unité arabe, donc à Jérusalem-Est. Et écoutez ça. Il se trouve que... Il est passionné, 6 mois après, Jonathan Chiche. 6 mois après, Cathy, inauguration de la première unité, donc première formation d'une quinzaine d'Arabes israéliens, avec même des Palestiniens. Et ils commencent donc à débuter leurs actions dans leur quartier. Mais là, Eli Bir reçoit un appel de sa mère, de sa maman, qui lui dit « Eli, ton papa a fait une crise cardiaque. » Et il se dit « Ok, comment ça, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Appelle les secours et quelqu'un interviendra. Je suis à Tel Aviv, je ne peux pas venir. » Ce qui se passe, c'est que sa mère fait donc le 12-21, appelle les secours, et qui est-ce qui arrive pour sauver la vie de son papa ? C'est un Arabe israélien de Jérusalem-Est, qui est dans les premiers intervenants pour réanimer son père et lui sauver la vie. Voici donc en réalité, on appelle ça la hashgacha, chacun appellera ça comme il veut, mais on a un retour un cercle vertueux, extraordinaire où voilà, une personne qui ne s'est pas dit écoutez, débrouillez-vous. Non, on a créé une révolution, on sauve des vies tous les jours. Je donne un chiffre. Hein. Mais allez-y. L'an dernier, 265 000 personnes ont été sauvées grâce à ce système. Mm-hmm. C'est énorme. C'est énorme. Depuis la création d'Hatzalah, je donne un autre chiffre. 2 500 000 Israéliens ont été sauvés grâce à cette révolution Hatzalah. Alors sur ce chiffre extraordinaire, on va se quitter. C'était génial de vous avoir. On est hyper contents, vraiment de vous avoir donné la parole, d'avoir vu votre passion, l'énergie que vous mettez dans ce que vous faites, dans le temps que vous donnez aux autres pour sauver des vies. C'est génial, vraiment. Tout le monde peut y participer, tout le monde peut soutenir même. On peut vous aider ? Complètement. Comment on peut faire ? Tout le monde ne peut pas être secouriste. Vous avez parlé de la difficulté d'être secouriste, parce que ce n'est pas simple non plus de voir des scènes. On peut aider, c'est une chaîne de la vie. Il y a des gens qui nous financent du matériel médical. Vous allez sur le site hatzalah.fr, pour les Français, Hatzalah, Hatzalah.fr. Et là, sur le site, vous pouvez même monter des projets. On a en ce moment des projets de moto-ambulance, de famille, il y a plein de choses société, à faire. On peut participer de différentes manières. Ou même nous appeler, vous pouvez m'appeler moi directement, vous trouverez les coordonnées. Même on est sur Facebook, Hatzalah France, vous tapez là-bas, vous nous trouvez, il y a les informations nécessaires. Vous pouvez nous soutenir parce qu'on est tous bénévoles. Et en tout cas, ce sera de l'argent bien utilisé. Exactement. Ça, c'est clair. Voilà. Et on sauvera des vies aussi. tous ensemble. Ah bah ça, c'est très beau. Merci beaucoup d'être venu et Be'atzlacha dans toutes vos entreprises. À bientôt. Merci, Cathy. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.